Voilà, rebonjour, nous allons prendre quelques instants pour parler d'un petit problème avec ces systèmes de cryptage, c'est la problématique de la clé. Je m'explique, je viens ici, je vais faire un nouveau fichier, c'est mon fichier secret, et dedans, je vais mettre le numéro secret de mon compte secret, c'est le 10 00 10 034 par exemple, et il faut surtout que personne ne connaisse ce numéro de compte. C'est le compte que j'ai caché aux îles Caïmans ou aux Bahamas parce que j'ai détourné de l'argent. Il faut surtout pas que ça se sache parce qu'on pourrait me foutre en prison. Donc, je vais, je dois transmettre ce numéro de compte à mon complice qui est peut-être en Australie ou je ne sais pas où, mais très loin de chez moi. Donc, je vais faire ceci. Je vais voilà, faire 7-zip, je vais le crypter. Alors, donc, j'en fais un fichier zip. Et puis, au niveau des propriétés, je vais l'ouvrir déjà. Et puis, comme on l'a fait tout à l'heure, je ne sais même plus comment on a fait. Alors, on va reprendre. Donc, je vais restaurer. Ouvrir. Je vais restaurer ceci. Vous voyez, comme quoi c'est pas effacé, hein, c'est ce qu'on disait avant, avec un uneraser, etc. La corbeille utilise ce uneraser, hein, quelque part, le fichier n'est pas complètement supprimé. Donc si je reviens, c'était celui-ci. Non, c'était pas le bon. Ouh là là. Ah, il est là, secret. Si j'utilise nouveau. Comment fait-on ça? Nous l'avons fait avant. 7-zip, ajouter à l'archive. Voilà, ajouter à l'archive. Une archive, qu'elle soit 7-zip ou zip, ça ne change rien. Et je vais lui mettre le mot de passe. Et le mot de passe est très intelligent, il s'appelle Toto. Vous avez compris que ce n'est pas un bon mot de passe, ça. Mais pour l'exercice, ça suffira. Toto. Donc, j'ai maintenant mon fichier secret. Je dois le transmettre à mon complice qui est à Sydney. Donc j'envoie un email, puis je lui envoie ça. Et là, le cryptage qui a été utilisé, il est vraiment solide. Les gens ne pourront pas ouvrir, personne ne pourra ouvrir ceci. Ils verront qu'il y a un fichier secret, mais s'ils veulent l'ouvrir, ils devront donner ce mot de passe. Et je peux transmettre ça. Les gens qui n'ont pas le mot de passe ne peuvent pas ouvrir ce document. Donc je me dis super. Donc je fais un email, hop, je mets le fichier dedans, je l'envoie à Sydney. Puis mon complice qui est à Sydney, il reçoit ça. Il doit avoir ce numéro de compte bancaire pour aller retirer de l'argent, mais il lui faut le mot de passe. Comment je fais pour lui transmettre le mot de passe? Ah, ça c'est ballot. J'ai pu envoyer mon fichier secret avec les informations secrètes cachées dedans. Personne ne peut les lire sans le mot de passe. J'ai envoyé ça au gars à Sydney et le gars à Sydney, il reçoit ça. Et puis, il doit ouvrir ça. Qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut la clé. La clé qui est la même pour crypter que pour décrypter. Regardons. Si je viens sur mon fichier 7-zip, je l'ouvre ici. Entrée de mot de passe, je dois lui mettre Toto. Et quand je fais ça, je peux enfin relire ça. J'ai le numéro de compte, je suis content. La question qui se pose est la suivante. Comment je fais pour envoyer cette clé secrète au gars qui est à Sydney? Parce que mon email, il peut être intercepté, on peut choper le fichier secret, on peut l'ouvrir, mais il sera protégé par un mot de passe. Donc là, pas de souci. Mais il faudra bien que je transmette le mot de passe à mon acolyte. J'y envoie par email. Ça veut dire que les emails, ils sont tout à fait lisibles. Hein. Ils passent sur le réseau, quelqu'un pourrait l'intercepter, le lire, et puis il aura le code. Ah ben non, ça va pas. Hein. Je l'envoie par téléphone. Ah ben c'est vrai que les écoutes téléphoniques, ça n'existe pas, puis ils peuvent pas intercepter à peu près tout ce qui se raconte sur un téléphone. Ah, ça va pas. Bon, alors je l'envoie par la poste. Alors c'est pas super rapide, hein. Depuis Porrentruy jusqu'à
Pour en trouver de l'émon jusqu'à Sydney, je pense qu'il faudra un petit peu de temps. Mais on admet qu'on n'est pas trop pressé. Il y a 2-3 jours, on y envoie par la poste. Qu'est-ce qui nous garantit que le courrier qu'on a envoyé, il sera pas ouvert? Ah, vous me direz, il est caché dans la masse de tous les courriers qu'on envoie. Donc là, quelque part, on a fait de la stéganographie. On l'a caché discrètement, on n'en parle pas, on l'envoie. C'est possible. Mais si on revient un peu dans les années d'après-guerre, il y avait le bloc communiste de l'Est, le bloc occidental de l'Ouest. Donc en gros, hein, les pays de l'OTAN et puis les pays de l'Est. Et puis c'était la guerre froide. On a évité la guerre, Dieu merci, mais j'entends, on devait discuter. Par exemple, l'ambassade de Moscou devait envoyer des documents, pardon, la capitale Moscou devait envoyer des documents à l'ambassade de Moscou, par exemple, aux États-Unis et vice-versa. Donc ces documents, ils étaient cryptés. Mais il fallait transmettre la clé. Et comment faisait-on pour transmettre la clé? Nous n'allions pas la transmettre par des lettres. Il n'y avait pas d'email. De toute façon, ce n'était pas sécurisé. Fallait bien la transmettre, cette vacherie de clé. Eh bien, comment faisaient les gens? Eh bien, ils envoyaient une personne avec une mallette qui avait une menotte au poing et qui ne lâchait pas la mallette. Et puis, quand on arrivait dans l'ambassade, on ouvrait la mallette et puis on avait les clés. Donc, on voit clairement que ce système de cryptage, il est bien, il est solide, mais le problème, c'est la clé. Comment fait-on pour transmettre cette clé? Eh bien, il y avait ce qu'on appelle le réseau basket, sous-entendu basket, hein, des baskets de sport, où eh ben, les gens prenaient l'avion à Moscou pour aller à Washington ou l'inverse pour amener les clés. Ils utilisaient ce qu'on appelle la valise diplomatique. Les gens n'avaient pas le droit de l'ouvrir. Ceci dit, peut-être qu'entre le moment où ils montaient dans l'avion puis ils arrivaient sur place, peut-être qu'on aurait pu les corrompre avec un peu d'argent, de vodka ou de je ne sais pas quoi. Mais ça, c'est le principal problème. Ici, quand vous faites ça, il faudra bien l'avoir, cette clé, il faudra bien la transmettre. Et malheureusement, eh bien, cette clé, qui est secrète, hein, que personne ne doit connaître, eh bien, il faudra quand même que moi, lorsque j'envoie ça à mon collègue à Sydney, qu'il la connaisse. Alors on aurait pu dire, oui, mais peut-être une fois il est venu en Suisse, et puis que je lui ai dit le mot de passe. Oui, c'est possible. On pourrait même dire, ouais, on le fait par téléphone, parce que oui, c'est possible. Mais on voit que ce n'est pas hyper sécurisé et que la problématique du transport de la clé est le principal problème de ce mode de cryptage. Ce cryptage, on l'appelle le cryptage symétrique. Pour quelle raison? Parce qu'on va crypter avec la même clé et décrypter avec la même clé. C'est un peu comme si vous aviez un cadenas, puis vous avez deux clés identiques. Vous en gardez une pour vous, vous donnez l'autre à celui qui reçoit les informations, et vice-versa, lui peut vous envoyer des informations. Vous avez exactement la même clé. On crypte et on décrypte avec la même clé. C'est une clé secrète. On ne doit jamais la donner à personne. Et ce mode de cryptage qu'on appelle le cryptage symétrique, hein, puisqu'on a chacun la même clé, il est extrêmement... Alors il est costaud. Déjà, il tient bien la route. Hein, pour pouvoir décrypter ça, il faut y aller. Mais surtout, il est hyper rapide pour crypter, décrypter quand on a la clé. Donc il ne demande pas beaucoup de puissance de calcul. Il ne demande pas des clés très très grandes. Si on revient à notre support de cours, et nous allons venir au cryptage. Alors, c'est un petit peu plus haut si mes souvenirs sont exacts. Ah là là, signature, hop, 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 voilà. Ce type de cryptage, qu'on appelle les algorithmes symétriques, hein, qui ont la même clé, dans les années 2006 à 2010, on cryptait avec 80 bits. 2011 à 2020, 100 bits.
Et puis à partir de 2021, etc., on sera à 120 bits. C'est pas énorme en termes de bits. C'est pas des algorithmes monstrueux. Et avec des clés de 120 bits, vous êtes comment? Vous êtes certain que comment? Qu'il faudra un temps absolument déraisonnable pour qu'on puisse décrypter les choses. Cet algorithme, il est très bien parce qu'il est rapide, efficace, il ne demande pas trop de puissance de calcul. Par contre, il a un gros problème, c'est la transmission des clés. Voici le principe général, le schéma. Un émetteur, une personne, crypte avec cette clé ici un fichier. Le fichier crypté, on peut l'envoyer par un système non protégé, par Internet. Le destinataire le reçoit et avec cette clé, ouvre le fichier et le lit. C'est ce qu'on a fait avec notre système zip. Très efficace. Le gros embêtement, c'est comment fait-on pour échanger la clé? Et la seule chose qui était à peu près, qui tenait à peu près la route, si on voulait vraiment aller très loin en termes de sécurité, c'était de mettre la clé dans une valise, attacher la valise au poignet de quelqu'un et l'envoyer en avion depuis Moscou à Washington ou l'inverse pour s'assurer que les clés n'ont pas été volées entre-temps. C'est pas super efficace, surtout pour nous, une personne à petite privée. Est-ce qu'il va prendre l'avion pour aller amener des clés? Ça m'étonnerait un peu. Mais nous verrons qu'il y a un autre type de chiffrement, c'est celui qu'on voit ici, le chiffrement asymétrique. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Voilà, chers amis, pour ce chiffrement symétrique. L'algorithme de chiffrement symétrique, c'est cet algorithme AES. C'est celui qui est, je crois, utilisé dans le 7-zip. On va vite regarder un petit truc ici. 7-zip, qu'est-ce qu'on a dit? Ajouter à l'archive. Voilà. Alors, c'est du AES 256 bits. Ils ne sont pas avec le dos de la cuillère, puisque 120 bits c'est déjà du solide. Ben là, ils en ont mis 256. Donc, on est comment? On est dans du costaud. Et surtout, cet algorithme-là, qui est un algorithme hyper connu. On pourrait se dire, il est hyper connu. Alors, il n'est pas bon. Ben si, parce que s'il est hyper connu, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont essayé de le casser, cet algorithme, et ils n'y sont pas arrivés. Ceci démontre que c'est un algorithme qui est solide. C'est pas parce qu'on sait comment on fait le cryptage que l'algorithme n'est pas bon. Au contraire, il est mieux que tout le monde sache comment on fait le cryptage, puis tout le monde essaye d'attaquer un fichier, puis regarder s'il y a des failles dans l'algorithme, et puis si personne ne trouve de faille, c'est que c'est du solide. Et la solidité, elle tient dans l'algorithme parce qu'il est bon, et dans le fait que si on n'a pas la clé, on ne peut pas le péter. Ou on ne peut pas le péter en un temps raisonnable. Voilà, chers amis, donc il faut toujours utiliser, quand vous faites du cryptage, des algorithmes qui sont connus, qui ont été testés, qui ont été attaqués, on a essayé de les casser. Si vous imaginez un seul instant que vous allez vous fabriquer dans votre coin un petit algorithme de cryptage tranquille, et puis croire qu'il tient la route, vous pouvez oublier. On utilise des algorithmes qui sont connus, qui sont testés, éprouvés, et l'algorithme AES en est un. Voilà pour cette petite partie sur le cryptage symétrique. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour parler du cryptage asymétrique. Et nous commençons gentiment à nous rapprocher de la fin du module. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et à la semaine prochaine, je vous mets les différentes informations dans notre Teams et je vous prépare un petit questionnaire relatif au cryptage symétrique et à la stéganographie. Bonne journée, au revoir.